Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce débat qui a pour thème portrait témoin de notre société. L'animateur de ce débat sera Achille Jourdain. Alors Achille est vincénois, il est passionné de théâtre. Je vous le présente rapidement pour que vous sachiez qui va vous parler. Déjà jeune, il a écrit, réalisé, mis en scène et joué sa première pièce de théâtre à Paris il y a 1 an. Et maintenant, je crois que la pièce circule un peu partout en France. Voilà. Je vous présente également cette œuvre qui a été faite à 4 mains avec Jeff Aerosol et Lee Jeffries. Elle nous a été prêtée aimablement par la galerie Madgot, qui est située dans le 13e arrondissement et qui présente les œuvres régulièrement de Jeff Aerosol et de Lee Jeffries. Voilà, donc maintenant, n'attendons plus. Nous allons appeler les principaux protagonistes. Donc, Nikos Aliagas. Jeff Aerosol. Et le président d'honneur de notre festival, Lee Jeffries. Ce débat sera traduit par Dominique Chevalier. Je vous laisse maintenant aux mains d'Achille qui va animer tout ça. Merci beaucoup, merci Franck. Bonjour à tous. Installez-vous, messieurs, dames. Alors bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous présenter brièvement. Nikos Aliagas, vous êtes journaliste, animateur télé, radio, photographe. Devant votre objectif sont passées les plus grandes personnalités, Gérard Depardieu, Agnès Varda, Julie Gaillet ou encore Omar Sy pour ne citer que. Des stars, mais aussi des centaines d'anonymes, ceux de votre quotidien, des rencontres que vous faites lors de vos voyages. Capturer l'instant, c'est votre spécialité, les moments de vie, les coulisses, du noir, du blanc. La photo comme un besoin de retenir le temps. Et l'épreuve du temps, c'est justement le dernier ouvrage que vous avez sorti qui avait aussi pris la forme d'une exposition. Vous êtes un habitué du vif et merci infiniment d'être ici aujourd'hui. Jeff Aerosol, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un artiste pochoiriste français, nantais d'origine. C'est pourtant à Tours, en 1982, que les passants découvriront vos premiers pochoirs. Des autoportraits sur les murs de la ville. Rapidement, votre visage sera remplacé par les icônes de votre impressionnante collection de vinyles. Des anonymes aussi, un garçon recroquevillé sur la grande muraille de Chine, le Sitting Kid. Toujours accompagné de sa flèche rouge, la flèche rouge qui est en quelque sorte le fil conducteur de votre travail et que l'on retrouvera sur les murs du monde entier. Et puis aussi des personnes à la rue, on en a un exemple avec cette œuvre réalisée à 4 mains avec Lee Jeffries. Merci beaucoup Jeff d'être parmi nous. Et enfin, Lee Jeffries, bonjour. Vous êtes originaire de Manchester, photographe. Il y a un jour un déclic lors du marathon de Londres où vous prenez une jeune femme en photo. S'en suivra une série de photos réalisées à Los Angeles, Paris, Rome, Miami ou encore Londres. Des visages abîmés, détruits par la vie dehors, par les addictions. Vous aussi, du noir, du blanc, de la couleur parfois. Des mains détruites, gercées par les nuits fraîches passées sur un carton. Et puis cette fumeuse de crack, où ses espoirs et ses espérances s'envolent dans sa fumée. Cette œuvre réalisée à 4 mains avec Jeff Aerosol. Vous avez la capacité de mettre en lumière ce que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir. Et c'est aussi pour ça qu'on est très fiers que vous soyez le président d'honneur de cette 3e édition. Merci beaucoup, Lee Jeffries. Pour faciliter nos échanges, vous serez accompagné de Dominique Chevalier, interprète. Merci Dominique aussi. Merci beaucoup. Alors avant de débuter cette conférence, je voudrais vous remercier d'être si nombreux et d'assister à cette heure qu'on va passer ensemble.
Et je voudrais qu'on commence par faire un petit tour de table des approches de chacun. Par exemple, Nikos, pour commencer. Comment vous êtes venu à la photo? Il me semble que c'est quelque chose qui démarre très tôt chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Ça commence sans appareil photo, dans une manie de gamin à observer le monde et être concerné par ce qui passe, à la fois dans le mouvement, à la fois dans le temps et à la fois dans ce que je ne connais pas mais que je reconnais d'une certaine façon. Et à la fin de la journée, lorsque j'étais enfant, je rembobinais le film des images que j'avais imaginées mais qui existaient. C'est assez d'ailleurs étrange le fait d'être au bout du monde et encore aujourd'hui, de ne pas savoir pourquoi tu es dans tel village, je le disais à Lee tout à l'heure, et tu attends, tu attends la rencontre, pas nécessairement le moment décisif, et tu sais, quand tu regardes une personne ou un visage, qu'il était écrit que tu allais faire ce rendez-vous photographique. Mais avant de prendre la photo, je l'imagine, d'une certaine façon. Et après, c'est la photo qui vient à moi toute seule. Donc, effectivement, la photo dans ma vie publique est un hobby, est une passion, est très complémentaire, mais c'était aussi une façon de sortir du cadre pour signifier des choses, partager des choses, et peut-être me relier vraiment aux gens. Je suis dans un malentendu qui est celui de la notoriété, parce que, effectivement, vous connaissez peut-être mon travail à la télé ou ailleurs ou à la radio, mais je dis plus de choses sans la parole, juste avec des images, et souvent avec une connexion qui est pas explicite, qui est plus implicite, mais qui est peut-être plus profonde. On va en parler de cette fameuse mise à nu. Vous, Jeff Aerosol, c'est un rapport qui est un petit peu différent avec la photo, c'est que vous êtes artiste plasticien, je le disais, pochoiriste. Comment vous, la photo influe dans votre travail? Est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche du pochoir et nous expliquer un petit peu comment ça se passe? En fait, moi, j'ai un côté un peu imposteur, dans la mesure où souvent j'emprunte des images. Mais c'est aussi hérité d'une tradition un peu punk, d'un espèce de do-it-yourself qui est né dans les années, alors qui est déjà né dans les années 60, autour du mouvement hippie, etc., même encore avant avec la Beat Generation, etc. C'est-à-dire que finalement, on emprunte à ce qu'on a autour de soi, sans vergogne, pour faire sien un élément piqué ici ou là. Je parlais du punk dans les années autour de 77, un groupe qui s'appelait Bazooka, allait comme ça chercher des articles, des photos de presse, et entre l'ardesse et photos de texte. Voilà. Donc ce côté-là, moi, m'a toujours séduit. Et assez rapidement, comme j'ai passé ma jeunesse, mon adolescence, à rêver d'un ailleurs qui était plutôt lié au rock, à cette révolution pop, etc., dans ces décennies effervescentes que furent les 60s et les 70s. Donc les images étaient partout, et les images étaient en particulier sur mes pochettes de disques, pochettes de vinyle. Donc c'était ça mon musée. Cette présence de Bob Dylan, pour en citer un, ou de Jimi Hendrix, comme ça, en 30 par 30, ces portraits qui étaient là, présents, et qui me faisaient rêver, moi, gamin, qui était dans ma petite ville de province, ce sont ces images-là qui m'ont donné envie d'en faire aussi. Et finalement, j'ai fait des images à partir de ces images. Et puis après, effectivement, après avoir transformé en pochoir des icônes, comme ça, j'ai aussi transformé ma propre image. Et c'est de la photo aussi, c'est le photomaton, la photo d'identité. Et j'ai commencé à balancer mon autoportrait sur les murs des villes. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, les choses ont évolué. Mais c'est un rapport à la photo qui est assez particulier, parce que je pars d'une photo que j'ai prise ou que j'ai empruntée, je la transforme en pochoir, je la bombe sur un mur, mais ensuite la restitution se fait par la photo à nouveau. Donc il y a un jeu autour de la photo qui est assez particulier, et je n'ai pas de rapport direct comme tu peux en avoir, ou comme Lee peut en avoir, avec un modèle, c'est-à-dire une histoire qui se passe entre quatre yeux. C'est plus... Je plante mon alter ego, je dirais, un peu partout, et donc ce don d'ubiquité que me confère le pochoir, en fait. voilà, me permet d'être présent. Mais c'est la même chose, c'est être présent aux autres, c'est être présent au monde, et c'est d'une certaine façon regarder les gens, même quand je suis plus, quand je suis plus là. Voilà, c'est un autre rapport.
Et je crois justement, cette rencontre, Lee, il y en a une qui a été plus que déterminante. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode lors du marathon de Londres pour les personnes qui n'étaient pas là hier soir, qui n'ont pas assisté à votre conférence? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cet épisode qui a été un déclic dans votre travail de photographe? Yes, I was about 12 years ago. I was in London to run the London Marathon, and I'd just started photography. And the day before the race, I decided to go out and see if I could be a street photographer. Oui, j'avais décidé de m'inscrire au marathon de Londres. C'était il y a à peu près 12 ans. Je venais à peine de commencer la photo. Et la veille de la course, je me suis dit que j'allais me balader dans les rues et m'essayer à la photographie de rue. I had no idea what a street photographer was or what it entailed, but I knew that if I went out, had a go, I might get the shot that everybody talks about. So I did and wandered around for a few hours. Et donc, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était que la photographie de rue, mais je me disais, qu'en me baladant, peut-être que j'arriverais à faire la photo que tout le monde attend et dont tout le monde parle. Alors donc, je me suis promenée pendant plusieurs heures. Every street photographer has a 200mm lens, so that's what I was using. I noticed a young homeless girl across the street. So from across the street, I started to shoot frames of this girl. Et donc, tous les gens qui font de la photo de rue ont un 200 mm, alors j'avais un 200 mm. Et puis, je vois de l'autre côté de la rue une femme sans abri, une jeune femme sans abri. Et donc, je commence à prendre des photos d'elle. She noticed me, she heard the clicking, and she didn't like at all what I was doing. And to be honest, I don't think I did myself. I was left with the choice to just get out of there, just go away, or go and talk to her. Et clairement, je croyais qu'elle ne m'avait pas remarqué. Elle m'avait remarqué, elle avait entendu les clics et elle n'a pas du tout aimé ce que j'étais en train de faire. Et pour être parfaitement honnête, moi non plus, je n'aimais pas beaucoup ce que j'étais en train de faire. Mais enfin, je me trouvais devant un choix simple, ou partir en courant, ou rester. Despite wanting just to get out of there, I actually went over, sat down with her, spent an hour or two talking to her. And I think it was her story and actually just listening to somebody else other than myself that changed my approach to how I wanted to shoot street photography. Et bien que j'ai très envie de partir en courant, en fait, je ne l'ai pas fait. J'ai traversé la rue et je suis allée parler avec elle pendant 1 heure, 2 heures. Et le fait d'écouter cette histoire, d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre que ma propre histoire, c'est ça qui a complètement changé mon approche de la photographie de rue. Et justement, dans ce rapport, tout ce que vous avez, que ce soit, je le disais, des personnes anonymes, vos icônes, Jeff, des personnalités, Nikos par exemple, comment on entretient, comment on tisse ce lien avant la photo? Le lien avec le sujet. Avec le modèle, la personne shootée, oui. Alors c'est très important parce que on parle souvent de légitimité. Comment tu peux photographier par exemple un SDF? Comment tu peux photographier une personne connue? Comment tu peux photographier, quand tu es photographe de rue, les gens qui sont de passage? Alors au-delà de ce que dit la loi, au-delà de la protection de l'image, il y a une éthique photographique. Les plus grands photographes de la planète, et je pense à Salgado, lorsqu'il croise une tortue qui a plus de 100 ans, plutôt que de faire un cliché rapide à la va-vite pour son ouvrage, il va y passer du temps, 2-3 jours, à discuter avec une tortue, à l'observer, à l'honorer. Il y a une partie invisible qu'on ne voit pas au-delà de la technique d'une photographie, qui est celle de l'approche du processus photographique. Si cette jeune SDF dont Lee parlait tout à l'heure ne voulait pas être photographiée, elle l'a voulu par la suite parce que les mots ont justifié l'acte photographique. La question n'est pas de est-ce que la photo va être belle, mais pourquoi tu la prends. Et je pense que c'est vrai pour tout. Lorsque je photographie une star, un Depardieu ou autre, pourquoi tu le prends? Pour le mettre juste sur Instagram ou être dans le cadre avec lui et faire une selfie, ou essayer de raconter ton point de vue, ton humanité à travers la sienne. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'on disait, notamment pour les peintres que j'aimais, qu'on retrouvait Modigliani dans ses modèles, ou Picasso, les névroses de Picasso dans
dans le cubisme et dans sa façon de représenter. Je pense que dans l'approche photographique, on n'est pas loin. C'est-à-dire que tu photographies ce que tu ressens, mais ce que tu ressens, tu le projettes sur l'autre. Donc par extension, c'est une connexion qui est d'abord le préalable à l'acte photographique. Il m'est arrivé de rencontrer des gens exceptionnels que je ne connaissais pas, des visages et des vies exceptionnelles, où je passais du temps, par exemple, avant, pour pouvoir les photographier, et à la fin, je ne sentais pas la photo et je ne la prenais pas. Et parfois, je ne parle pas la langue, mais on peut communiquer avec les yeux. Il n'y a rien de plus profond, puisque la photo, de toute manière, est une communication d'abord visuelle. Donc, c'est une histoire d'éthique. Je ne crois pas que la légitimité puisse tout justifier. C'est une histoire un peu plus fine, dans une frontière un peu plus compliquée, qui est celle de l'éthique. Je crois que dans le travail de Lee, notre président du jury, on voit qui il est aussi. On voit la tendresse qu'il a et l'humanité qu'il a pour les gens. Après, la technique est remarquable. Il y a tout un travail de matière qui me fascine depuis des années. Tout ce que tu fais, c'est arriver à transformer la peau d'un être comme s'il s'agissait de la cartographie de sa vie. Et en fait, ce que je retrouve au-delà de ce relief, au-delà de cette mise en abîme, et souvent dans la douleur, hein, il faut bien le dire, c'est ton humanité à toi, Lee. Donc le lien, il est d'abord humain dans la photographie. Vous êtes d'accord, Jeff? C'est-à-dire que tout le reste est remplaçable, mais l'humanité ne l'est pas. Donc il faut, je pense, quand on est dans cette démarche humaniste de photographe, le faire pour de bonnes raisons, c'est-à-dire par amour de l'autre. C'est ce que je m'efforce de faire aussi, que ce soit dans un village où je ne parle pas la langue sri-lankaise, perdu sous la pluie entre un chant de thé et une fête traditionnelle hindouiste. Et pourtant, je reconnais les émotions, je reconnais l'amour d'un vieillard pour son petit-fils, je reconnais le tableau et je fais partie de cette histoire. Donc j'ai une responsabilité morale et une démarche éthique. Il y a une petite distinction, mais elle est très importante, me semble-t-il, dans la photographie. Et vous, Jeff, vous peignez aussi vos icônes, donc on le disait, celles de vos pochettes de vinyle. Et vous dites quelque chose de très intéressant, c'est qu'une fois que vous allez, reprenons l'exemple de Bob Dylan, une fois qu'il est mis dans la rue, avec un pochoir, finalement, c'est pas grave qu'on le reconnaisse pas. Et donc ces stars deviennent aussi anonymes parmi le flux des passants. En fait, j'ai fait le choix de peindre en noir et blanc depuis quelques années, même si j'ai commencé avec des couleurs très pop dans les années 80, et dans la rue, en tout cas, en dehors des fresques qui sont beaucoup plus monumentales sur des grands murs, et en dehors de ce que je présente en galerie ou dans les musées, qui sont évidemment circonscrits à un format. Donc là, je me permets des cadrages, un peu comme un photographe, mais dans la rue, sinon, je fais des personnages grandeur nature en noir et blanc, et dans des situations, je dirais, de tous les jours, que le passant va voir à la même taille que lui. Donc je rajoute des personnages au flux urbain. Et ces personnages, qu'ils soient connus ou anonymes, se retrouvent tous réduits à leur pure humanité de par la taille et les situations que je crée qui sont parfois, je peux mettre un jeune gamin à côté de Michel-Ange et juste à côté, je vais mettre Jimi Hendrix, par exemple. Donc on a trois personnages d'époque, d'âge, de couleurs de peau différentes, et en même temps, ce sont des gens, quoi. Ce sont des êtres humains. Et donc, ce que je dis, et c'est là que je suis totalement... je trouve très intéressant ce que tu viens d'expliquer par rapport à l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis souvent interrogé, moi aussi, sur ce qui faisait que des gens s'extasiaient tous, dans un enthousiasme unanime, sur une œuvre ou sur une photo. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là? Et en fait, on ne va chercher que soi-même quand on est devant une œuvre d'art. Et donc j'ai coutume de dire qu'une œuvre d'art déjà le terme, enfin bon, qu'une image, la plupart du temps, c'est que l'artiste, qu'il soit écrivain, musicien, photographe, danseur, peintre, ne fait qu'entrouvrir des fenêtres. Un tableau, c'est une fenêtre, ça en a souvent d'ailleurs la forme et la dimension, et il faut absolument la laisser entrouverte de manière à ce que les gens aillent non pas chercher l'artiste, mais aillent se chercher eux-mêmes derrière, ou découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Et c'est le fait de travailler dans la rue, c'est aussi toucher l'ensemble de la population, et pas seulement ceux qui poussent les portes des galeries et des musées, bien sûr. Et le présent de l'époque. Absolument.
Alors, je rebondis sur le noir et blanc. Lee Jeffries, on retrouve beaucoup dans vos photos de noir et blanc et parfois de la couleur. Pourquoi, comment vous décidez à un moment que cette photo doit être en noir et blanc et une autre doit être en couleur? I think I was heavily influenced when I was a schoolboy, to be honest, over black and white images. Je crois que pour être parfaitement honnête, j'ai été influencée énormément quand j'étais enfant à l'école par des photos noir et blanc. I remember in history lessons when we were taught about World War I would always see images of World War I soldiers, and it was always that the eyes in black and white. There's a whiteness about the eyes, and our teacher taught us and the relationship between the look in the eye and death. And it was something that's always stuck with me. So I think in terms of when I produce a black and white image now, it's been influenced heavily by that. Et par exemple, je me souviens en particulier des livres d'histoire et de quand on étudiait la Première Guerre mondiale et qu'on avait ces photos de soldats dont on ne voyait que les yeux et les yeux qui s'élargissent finalement à cause du noir et blanc. Donc quand je fais des photos aujourd'hui en noir et blanc, c'est très lourdement influencé par ces photos que j'ai vues quand j'étais enfant. I try to use black and white in a metaphysical way as well. So the darkness representative of despair, hell even, the lightness representing of spirituality, faith and a sense of hope. Je crois que j'utilise aussi le noir et blanc de manière un peu métaphysique, avec le noir qui représente cette obscurité, ce désespoir, éventuellement l'enfer que vivent ces gens, et puis la lumière qui représente l'espoir, la foi. Nikos was talking about ethics, and I feel the choice between black and white and color really has to be true to the authenticity of the moment. Nikos parlait d'éthique, et je crois que le choix du noir et blanc ou de la couleur doit vraiment rendre compte de l'authenticité du moment. Some situations demand a color image, and I will produce a color image because of that. Il y a des situations qui exigent la couleur, alors je mets en couleur. Nikos, vous travaillez aussi essentiellement en noir et blanc. J'ai lu qu'à 5-6 ans, vous découvrez une boîte chez vos parents remplie de photos et que là, vous avez conscience que le temps passe et que les parents qu'on a à 5-6 ans n'ont pas toujours eu le même visage. Est-ce que ça influe justement le noir et blanc là-dessus? Achille, vraiment. Mais pour aller plus loin dans ce que dit Lee concernant la couleur, effectivement, parfois, je vois la limite quand on efface, par exemple, un bleu-blanc dans une île grecque. Je vois la limite du noir et blanc, même si on peut jouer sur les contrastes et sur une autre approche. Mais j'ose pas aller dans la couleur parce que je me dis, je suis dans mon monde en noir et blanc, je le fais uniquement parfois pour des stories sur Insta ou ailleurs. Mais effectivement, le noir et blanc ne garde que la courbe et l'essentiel, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que le cadre est plus important que ce que tu peux faire avec un joli coucher de soleil. Tu satures un peu, tu mets un peu de grain, The Golden Hour, c'est magnifique, mais en fait, on s'en fout. Il faut aller choisir autre chose derrière. Alors oui, effectivement, moi j'ai eu un choc quand j'étais gamin, de façon inconsciente. J'ai trouvé des photographies de mes parents jeunes, et je ne savais pas, on ne sait pas, on n'a pas la même conception du temps quand on est enfant. Je vois avec mes enfants aujourd'hui, je ne savais pas que mes parents avaient été jeunes. Mais si mes parents ont été jeunes, ça veut dire qu'ils peuvent aussi devenir comme mes grands-parents. Ça veut dire qu'ils peuvent vieillir et donc mourir. Donc mon premier choc avec la photographie est une reconnaissance du temps qui passe. C'est la temporalité qui fuit. Et toute ma vie, c'est devenu une sorte d'obsession. L'épreuve du temps, mon ouvrage, c'était effectivement comment essayer non pas de garder l'instant, mais de reconnaître l'instant. Tu ne gardes rien. Parce que quand bien même tu te mets dans une démarche d'instant, tu peux l'appeler comme tu veux, décisif, suspendu, il ne t'appartient pas. Après, c'est la justesse de la démarche qui peut t'appartenir, si tu es capable de reconnaître ce moment. Donc effectivement, de toute manière, c'est plié. Quoi que nous fassions, c'est déjà terminé. Lee. I think that's the paradox of photography, where as photographers we capture a moment in time, but that snapshot
is just a snapshot, and time passes so fast. And that relationship of that single snapshot to death even is so prominent. Je crois que c'est ça le paradoxe du photographe. Du photographe, hein. Il capture l'instant, il prend un instantané, mais pendant ce temps-là, le temps court. Et ce rapport entre l'instantané et finalement la mort, c'est ça la photo. La mort, c'est exactement le mot-clé. Et je sais que ça peut paraître, ça peut choquer, ça peut paraître effrayant, mais là, c'est la seule certitude. J'ai photographié mon père mort. Je ne pensais pas que j'allais le faire un jour. Je ne l'avais pas prévu. Au moment même où j'accompagnais mon père dans l'autre monde lors de l'inhumation, alors que j'étais dans ma tristesse intime et personnelle avec ma famille, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche de façon presque automatique et j'ai photographié le cercueil et tous les gens qui étaient tout autour. J'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais c'était une forme de résistance. C'était une forme de répondre à la mort par la vie. La vie, c'est quoi à ce moment-là pour moi? Je te vois, la mort. Je te reconnais. Donc je vais vivre et je n'oublierai pas cet instant. Mais elle te dit aussi, là où est ton père, tu seras. C'est de là que tu viens. Elle dit aussi, votre regard, ce 4e mur qui est le spectateur en permanence, qu'il soit au coin de la rue, qu'il soit dans mon métier public, qu'il soit ici dans cette salle. Il y a toujours un mur, comme dans les chœurs des tragédies grecques de Sophocle avec cette chorale qui passe, il y a toujours un mur qui observe. Et en fait, c'était les gens qui observaient mon père dans le cercueil et qui pensaient à leur mort, au pluriel, qui pensaient aussi à leur mort personnelle. Et la photographie est une histoire de vie ou de mort. Et lorsque, avec le temps, j'ai commencé à maîtriser un peu plus la technique ou le moment qu'on recherche tous, je vivais une urgence que je n'ai jamais eue ailleurs dans ma vie. L'urgence de « je ne peux pas passer à côté de cette photo ». Je ne sais pas comment je vais la prendre, je ne sais pas si je vais y arriver, mais mon corps, mon esprit me dit que je dois aller là et attendre quelque chose. C'est une histoire de vie ou de mort. Je sais que ça peut paraître excessif, mais c'est ce que je ressens. C'est très drôle parce qu'en fait, avec des pratiques différentes, moi, je ressens exactement ça aussi. Et c'est un peu différent, mais je parlais tout à l'heure des héros, des gens, des icônes qui m'ont bercé mon enfance. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'ils disparaissent, etc. Et je me dis, mais si je ne fixe pas, pour moi au départ, ce truc-là, je dis souvent que ce que je fais dans la rue, c'est ce que je faisais sur les murs de ma chambre quand j'étais gamin, c'est accrocher des posters, juste pour être là, pouvoir m'asseoir en face et être transi en face de ces gens qui, pour beaucoup, ne sont plus là, s'en vont les uns après les autres, et juste, d'une certaine façon, leur dire merci de nous avoir offert le rêve qui fait que chaque matin, on se lève en faisant ce qu'on fait. Et alors, ça peut être effectivement la famille proche, mais ça peut être aussi des gens, parce que les musiciens, les comédiens, les grands penseurs, les artistes nous aident à vivre. Et donc, voilà, donc c'est toujours cette histoire de... On ne sait pas pourquoi on le fait, mais c'est une question vraiment de vie ou de mort, d'urgence. Je pense qu'on a ça en commun, effectivement. Et pas que nous. Je pense que quand on écrit une pièce de théâtre, quand on publie un roman, quand on sort un album, ou quand on est sur scène à jouer de la musique, c'est la même chose, quoi. C'est ça où on crève, quoi. Ouais. Et justement, la question du temps, elle est présente dans l'ensemble de vos œuvres, et aussi presque un devoir de mémoire. Vous le disiez à l'instant, Jeff, mais vous, Nikos, il y a aussi capturé, avec toutes ces personnalités, capturé aussi une époque en quelque sorte, capturé ce qui est aussi une réalité qu'on voit rarement. À ce sujet, Nikos, justement, capturer ces personnes avant que parfois la célébrité s'arrête, est-ce que c'est quelque chose d'important? Ou une fois en loge, en coulisses avec ces personnes, il n'y a plus du tout ce rapport entre deux personnes célèbres. Est-ce que ce rapport se brise à ce moment-là? Je disais tout à l'heure, la célébrité est un malentendu, mais ça l'est aussi pour les plus grandes stars. Alors tu as celui ou celle qui sera toujours dans la posture, il te donne ce que tu veux, ce que tu crois savoir de lui, et puis il y a celui qui de temps en temps va casser les codes ou va lâcher le masque. Moi, j'ai expérimenté quelque chose ces dernières années, quand je recevais des vedettes, des chanteurs, des acteurs, des écrivains, même des photographes, dans la petite loge, il y a toujours une petite loge avec le miroir, je le disais à Ali tout à l'heure, je leur demandais de regarder le miroir
et avec une question, qui vois-tu à l'intérieur? Donc je dis, c'est quoi cette question con? Et le temps qu'ils réfléchissent, je prenais ma photo. Parce que c'est là où je voyais toutes leurs failles. Je les voyais gamins. Alors il y a un truc, je ne sais pas si pour vous c'est pareil les amis, mais quand je photographie quelqu'un, je rembobine sa vie. J'imagine son père, je l'imagine en train de pleurer lui, j'imagine en train d'aimer, je l'imagine en train d'attendre son premier casting, je l'imagine en train d'encaisser un échec commercial, artistique. Tout ça, ça dure, c'est infinitésimal, ça dure, c'est rien. Mais je le vois dans ses yeux. C'est bizarre, hein, et c'est là où tu retrouves l'humanité. Donc je leur demande de se regarder, de demander qui tu vois. Je demandais un jour à Daniel Auteuil, tu vois qui? Il me fait, je vois un vieux. Alors qu'il n'est pas vieux. Mais c'est ce qui est sorti en premier. Et donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Les 3-4 clics, et puis j'ai pas trop le temps, souvent. Voilà. Et quand j'ai le temps, j'arrive pas à photographier convenablement. C'est étrange aussi, sans parler de l'urgence temporelle. Quand j'ai le temps, j'ai un studio, j'y arrive pas. Je sais pas par où commencer. Il faut que je sois sous pression permanente. Et puis après, je peux faire du name dropping, mais je le ferai pas parce que ça n'a aucun sens. Mais tu réalises qu'ils ont tous rêvé de devenir quelque chose, en termes généraux et d'une certaine façon, de devenir autre chose. Et quand ils arrivent à ce niveau-là, tous veulent redevenir ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. C'est un paradoxe terrible, parce que c'est que de l'interprétation, c'est que de la projection au final. Et dans cette projection, il y a aussi la révélation, au sens étymologique de la photographie. Hein, elle va se révéler, le révélateur. Et en fait, c'est aussi ça. La photo révèle les gens. I think you make a good point. I think the honesty of a homeless person, they have nothing to lose. So when I build a relationship with a homeless person, it's that authenticity that's so palpable in my images. Alors, je pense que tu as raison. Quand on prend une photo, par exemple, d'un sans-abri, le sans-abri, il n'a rien à perdre. Et donc, ce qui apparaît dans mon image, évidemment, et qui paraît palpable dans ces images, c'est l'authenticité de la relation. Et justement, Lee Jeffries et Jeff Aerosol, on a une œuvre devant nous. Il y a eu cette rencontre. Est-ce que, Jeff, vous pouvez nous en parler? Donc, vous vous êtes rencontrés, s'en sont suivies 2 expositions, une à Paris, une à Londres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail à 4 mains et ce retour aussi des personnes à la rue, dans la rue, par votre travail? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre? Oui, déjà, j'ai découvert le travail de Lee. En fait, c'est une exposition à la galerie Madgot qui a été le déclencheur. Ça s'appelait Opposition. Il fallait présenter 2 œuvres qui s'opposaient ou se complétaient. Donc j'ai choisi le jeune âge, un enfant, et le temps aussi, voilà, le début de la vie et la fin de la vie. Et j'ai choisi une image de Lee et je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser. Et donc je l'ai contacté comme ça, et puis du coup on a fait connaissance. Et ce qui m'a vraiment marqué dans le travail de Lee Jeffries, c'est moi quand je regarde une image, je vois si elle est entre guillemets pochoirisable. Ça veut dire je regarde l'ombre et la lumière. Et le noir et blanc, évidemment, c'est aussi une façon de résumer l'ombre et la lumière. Je dis souvent que mes bombes de peinture noire sont des bouteilles d'ombre et mes bombes de peinture blanche des bouteilles de lumière. La technique du pochoir, c'est le plein et le vide, c'est l'ombre et la lumière. Et les photos de Lee ne sont que ça. Et comme tu disais, cette cartographie, ces rides, ces yeux, etc. Moi, je lui ai dit une fois, c'est le studio Harcourt du caniveau. C'est-à-dire qu'en fait, Lee Jeffries prend en photo des homeless, des SDF, mais jamais on ne verra un bout de trottoir où on verra juste leur visage, d'une noblesse infinie, d'une beauté incroyable. On voit comment ces gens ont été beaux et le sont encore à leur façon. Et c'est cadré, les photos sont travaillées. Hors du temps. Ils auraient pu exister il y a 2 siècles. Hors de tout misérabilisme. C'est pas un documentaire sur les gens de la rue. C'est pas du tout ça. Et de la même façon que les photos de Nikos que j'ai découvert un peu après celles de Lee, sont du même ordre pour moi. Et on a en commun cette façon de présenter les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur humanité, sans finalement laisser le contexte prendre le dessus.
sur ce qu'ils ont été. C'est-à-dire qu'ils ne sont que le résultat de ce qu'ils ont été depuis qu'ils sont nés, et même avant leurs parents, leurs grands-parents. Et donc, ils portent en eux toute cette histoire. On a trop tendance aujourd'hui à avoir des images qui doivent faire sensation, et donc si on prend en photo des SDF, il faut insister, forcer le trait sur la misère et l'horreur, etc. Et là, on a au contraire ils resplendissent, ces gens. Ils resplendissent, et les photos des mains que prend Nikos, c'est la même chose. On a une histoire qui s'écrit dans les rides, dans les plis, et qui, moi, m'émeut aux larmes, quoi. Et donc, quand je travaille, pour reprendre ta question, quand je travaille avec Lee, par exemple, je fais quelque chose qui ne doit en aucun cas être hyper réaliste. On est loin de ça. La technique, etc., on l'utilise, mais à des fins on ne travaille pas pour la technique en soi. Et donc, travailler au pochoir, c'est décider d'un coup de scalpel dans les chairs, où sera l'ombre, où sera la lumière, puisque moi je découpe avec une lame dans un bout de carton, je fais des trous à travers lesquels je pulvérise de la peinture. Et d'une certaine façon, ce travail chirurgical dans le visage, dans l'être humain, c'est des coups de scalpel dans la chair et qui doivent rendre découvrir ce qu'il y a derrière, quoi, d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, je trouve pas les mots justes, mais il y a quelque chose qui procède de la même démarche. Et donc, c'était d'abord un grand honneur de travailler avec Lee sur ces 2 expositions. Et puis surtout, Lee, on s'est rencontrés à Londres autour d'une pinte au pub, et il m'a dit, on a fait un petit deal, et il m'a dit, voilà, tu peux utiliser jusqu'à la fin de tes jours ou des miens toutes les photos que je ferai pour en faire des pochoirs. Et ça, j'ai jamais oublié, c'était un cadeau incroyable. Et il y a une photo en particulier qui m'avait marqué, puisqu'on parlait de main, c'est une photo de cette femme qui prie. Et j'en ai fait un pochoir, et je l'ai peint à Rome, sur une vieille porte rouillée, à l'endroit où cette femme était, quoi. Et Lee m'a dit, c'est super, parce que la boucle, le cercle est bouclé. Et donc voilà, pour moi en tout cas, je tiens à en profiter, je suis extrêmement honoré d'avoir pu travailler avec toi, et très honoré d'être aussi à côté de Nikos pour parler de tout ça, parce que ce sont des gens pour qui j'ai une admiration sans borne. I think that was the thing. It was, as a photographer, it's very difficult to get your images back out onto the street. Je crois que c'est ça, c'est qu'en tant que photographe, c'est extrêmement difficile d'avoir vos images qui retournent dans la rue. It was interesting for me when Jeff approached me to have an avenue suddenly where I started on the street, the images became photographs, and then suddenly they could end back on the street with Jeff. Et une des choses absolument formidables, justement, à travailler avec Jeff, c'était que je me trouvais finalement face à un boulevard où mes photos étaient devenues des images qui étaient prises de la rue. Et puis, grâce à lui, elle retournait à la rue. It was also interesting as an artist to see another artist, how he would interpret my work. So we've done pieces like this one here, and I remember we did one for our London show where Jeff painted a huge wing to look like an angel. Et ce qui est très intéressant aussi, en tant qu'artiste, c'est de voir comment un autre artiste interprète votre travail. Et je me souviens en particulier pour l'exposition qui a eu lieu à Londres, de Jeff qui a peint une énorme aile qui faisait comme un ange. So the images started out on the street and ended up in an exploration of artistry, which is just a beautiful thing, I think. Et donc les images ont commencé dans la rue, et puis après c'était une exposition de ce que c'est qu'être un artiste, et c'est beau. Et quand on a exposé donc ensemble en galerie, du coup on n'est pas dans la rue, mais le fait, on le voit ici, de travailler sur le carton, pour moi c'est important, parce que le carton c'est également le lit ou le toit de tous ces gens dans la rue. Et le carton, c'est aussi, vous le disiez, un support que vous utilisez régulièrement. Et justement, parlons de ce cadrage, Nikos. Comment on s'organise pour prendre une photo quand on n'est pas dans son studio? Comment ça se passe pour cadrer et faire la bonne photo? Est-ce qu'il y a une technique? Il y a surtout un drame, c'est qu'on s'adapte à chaque fois. On s'adapte. Alors, il y a
Alors après, on pourra rentrer un peu dans la technique. Quand tu fais de la photo de rue, disais tout à l'heure, Lee, tu as un 200 mm, c'est ça? Non? C'est ce que tu disais? The lens I use is a 24 mm. T'es au 24. 24. T'es au 24, 24, donc t'es au large. Moi, j'essaie de photographier au 35 ou au 50. C'est-à-dire que donc, du coup, ça t'oblige à t'approcher. Ça t'oblige à être vraiment dans une relation humaine directe. Le cadre, tu peux te mettre loin, finalement, tu prends un zoom mais bon, pour moi, c'est pas ça. La photographie, c'est d'abord, ça marche dans les deux sens. Que pendant que je le prends en photo, il me reconnaît aussi. Quand je parle de reconnaissance, il reconnaît ma démarche. C'est ça que je veux dire. Donc, on s'adapte. J'essaie de privilégier la lumière au cadre le plus possible. Essayer d'éviter d'avoir trop d'éléments parasites derrière. C'est-à-dire, pareil, ne garder qu'un fond noir ou un fond sombre que de toute manière je vois d'abord en couleur. Hein, on sait ce qu'on disait. Je crois que nous trois travaillons en RAW, d'abord en couleur, et à partir de là, on essaie de transposer les couleurs. Moi, je les imagine tout de suite, même quand je vous regarde, je vois une robe verte. Pour moi, c'est un gris clair, comme je le vois, par exemple. Le rouge peut correspondre à des blancs, ou voilà, donc un bleu à quelque chose entre gris clair et gris foncé. Donc, c'est une façon aussi de voir presque le monde en noir et blanc. Donc, tu l'as aussi, ça, Jeff? Donc, il y a une digression là-dessus, et j'aime bien cadrer, j'aime bien rentrer dedans. Après, ce qui est fascinant, et je voudrais ajouter quelque chose sur le travail de Lee, que j'avais découvert dans un livre d'abord. C'était un livre à Paris, dans le Marais, j'avais vu un livre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qui est ce gars? Mais quelles sont ces photos magnifiques? Et en même temps, il n'y a rien d'indigne, il n'y a aucun regard voyeuriste. Il m'aide à regarder ceux que je n'ose pas parfois regarder dans la rue. Et tu as employé un terme assez fort au début, en parlant de tes noirs et tes blancs. Tu as dit une démarche métaphysique. Métaphysique en grec, ça signifie au-delà de la chair. Métaphysiki. Et en fait, c'est ta démarche. Tu nous montres les ravages du temps, de la vie, pour aller au-delà de cela. Elle est là, ton approche métaphysique. Et c'est tellement juste. Aller chercher ce qu'on ne sait pas, mais qu'on devine. Ce qu'on appelle les émotions, et ce qu'on appelle, encore une fois, pour en revenir à l'humanité. Donc, comment cadrer? Comme on peut, on se démerde, on essaye en tout cas. Et justement, on retrouve dans votre travail ce témoignage du monde dans lequel on vit. Et aussi, il y a quelque chose un point commun que vous avez, c'est que il y a toujours quelque chose de vous. Jeff, c'est parfois votre visage, ça l'était à vos débuts. Nikos, on vous voit souvent dans le miroir d'une loge. Est-ce que c'est aussi important de prendre part physiquement à son œuvre? Est-ce qu'il y a une importance aussi dans ça? Oui, alors après, il y a pas mal de choses autour de l'autoportrait. L'autoportrait existe depuis toujours. Mais moi, quand je me montre, c'est pas moi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, d'ailleurs, beaucoup de gens sur le chute que j'ai fait à Beaubourg, beaucoup de gens pensent que c'est Salvador Dali. Je parlais hier avec des gens qui font ce qu'on appelle les street art tours. Ça se fait de plus en plus maintenant, des visites guidées de l'art urbain à Paris. Et les gens disent « Ah oui, alors, on peut aller voir le grand portrait de Dali. » Peut-être parce que c'est à côté de Beaubourg, je sais pas, enfin bon, que j'ai les yeux un peu exorbités. Mais et quand j'ai commencé à faire les photomatons, je faisais toujours des grimaces. En fait, depuis ma tendre enfance, quand j'étais gamin, on faisait les 4 photomatons pour la carte de cantine ou je sais pas quoi. Et la dernière, on avait souvent besoin d'une ou 2 photos. Sur la dernière, je faisais toujours une grimace. Et je les ai gardées longtemps, toutes ces images. Et donc, je m'arrange pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un culte de soi. C'est juste, c'est un peu comme Hitchcock qui apparaît dans ses films aussi de temps en temps. C'est bon, et puis, je sais pas, je ne sais pas trop quoi répondre par rapport à ça. C'était aussi parce que le modèle que j'avais sous la main, n'étant pas photographe de studio, c'était moi-même, quoi. Et quand tu as besoin d'une image dans une posture particulière ou une pose particulière, tu te prends en photo toi-même et puis de la même façon que tu veux dessiner une main, tu regardes ta main, ça te donne un modèle, quoi. Ça va pas tellement plus loin que ça, mais alors après, en revanche, je parlais tout à l'heure de cette période un peu punk et tout, mais encore avant, j'étais très influencé par Andy Warhol, par le pop art et tout ça, et c'est vrai que l'autoportrait jouait un rôle. Et comme je suis très marqué partout dans les 60s par tout ce qui était fringues, look, cette esthétique,
ça joue aussi. Sur les pochettes de disques, on voit qui? On voit la plupart du temps, on voit le portrait de celui... les gens se montrent eux-mêmes sur la pochette de leur album, et donc ça m'a marqué certainement aussi. Ouais. Et vous, Lee, il y a quelque chose qui m'amuse dans vos photos, qu'on peut voir d'ailleurs sur la place Pierre-Sémard, juste à côté du RER. C'est qu'on a presque l'impression, alors c'est peut-être l'époque qui fait ça, mais que c'est presque des selfies, ces personnages. Ils sont cadrés de très près, on voit rarement leurs mains. Est-ce que ce cadrage très près, on rentre vraiment dans l'intimité de ces personnes, sans que ce soit du tout voyeuriste? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette intimité qui se crée aussi simplement quand on regarde la photo et quand on n'a pas l'histoire de toute votre rencontre? Non, ce rapport, j'étais pas très clair. C'est tellement difficile ce que vous faites. Sorry. Aucun souci. So hard what you're doing. Ce rapport vraiment aussi très proche qu'on a quand vous prenez la photo, on peut le voir juste au-dessus de nous. Alors là, c'est plus une de vos photos, c'est une de Nikos Aliagas. C'est la mienne, ça. C'est une petite grecque. Mais vous êtes vraiment très proche de la photo, comme un selfie, comme quelque chose qui... On rentre avec cette personne dans son histoire sans pour autant que ce soit voyeuriste. When I take a photograph, it's instinctive. It's not something. If you put me in a room full of photographers, I will come bottom of the class in terms of technical ability. Alors quand je prends une photo, c'est parfaitement instinctif. Si vous me mettez dans une pièce remplie de photographes, je serai complètement le dernier de la classe en termes de capacité technique. That same room of photographers, I'll probably come top of the class in emotional investment. Mais en revanche, ce même groupe de photographes, je serai probablement premier de la classe s'il s'agit de l'investissement émotionnel. So when I frame a person close, it's representative of the relationship I've developed, and it becomes an instinctive thing rather than a mechanical process. Et donc, quand je cadre une personne de manière très très proche, c'est que c'est une représentation de la relation que j'ai avec elle, pas du tout quelque chose de mécanique. I think a photographer has to feel his way to shoot an image rather than think his way. Je crois qu'un photographe, s'il veut prendre une photo, il doit le faire dans le ressenti et non pas dans la pensée, dans la réflexion. Merci. Dans votre travail, vous témoignez aussi de votre époque, justement cette idée de portrait témoin de notre société. Nikos, par exemple, on le ressent beaucoup dans vos photos. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui se fait naturellement de témoigner? L'époque est narcissique. Tout le monde se met en scène. Tout le monde veut être dans le cadre. Mais souvent dans la posture de ce qu'il pense être. Puisqu'aujourd'hui, tu peux changer ton visage, tu peux même avoir des oreilles d'âne ou des oreilles de chèvre, ce que tu veux, 50 filtres, une bouche plus grande, des yeux plus grands. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le contraire. C'est pas ce que tu prétends être, parfois, sans le savoir toi-même. C'est-à-dire que tu crois être ça. C'est un malentendu. On parlait de la représentation de tout à l'heure et comment on peut se mettre dans l'histoire. Moi, je fais un métier qui fait que je ne m'appartiens plus, puisque chacun croit voir une partie de ce qu'il ressent, qu'il t'aime, qu'il ne t'aime pas, il te suivra. En revanche, quand je me mets parfois dans un reflet de miroir, c'est presque pour leur dire que j'ai vraiment pris la photo. Parce que, voilà, à un moment, on m'a demandé si je prenais mes photos, mais non mais oui, il faut le dire. Mais c'est intéressant, parce que là aussi, c'est une histoire de représentation et de champ optique. Qu'est-ce que tu es capable de reconnaître et de voir? Photographier son époque, c'est essayer de ne pas être dans son époque. C'est comme les réalisateurs qui veulent absolument refaire les années 80 avec uniquement le radiocassette de l'époque. Ça ne suffit pas, c'est gadget, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est omettre, enlever, pas effacer, je ne retouche pas de cette manière, mais ne pas voir les voitures d'aujourd'hui, mais garder les humains d'aujourd'hui, avec leurs névroses, avec leurs paradoxes. C'est ça pour moi, photographier mon époque. Quand tu vois les visages de Lee ou votre travail, il aurait pu exister il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est exactement
Et en fait, pour moi, la meilleure façon de garder l'air d'une époque, le mystère d'une époque, d'un présent, en fait, c'est comme dans la mode, c'est de ne pas être à la mode, de ne pas être dans ce qui est jetable, mais dans ce qui, au contraire, est plus profond, est dans le muscle et non pas dans l'habit. Voilà. Alors c'est compliqué à faire parce que souvent on photographie. Alors là c'est la photo de Lee, mais j'aime bien photographier par exemple les gens de la terre parce que les gens de la mer, enfin les gens qui sont près de la nature ou qui ont affaire aux éléments, parce qu'il y a 10, 15, 30, 50 ans ou un siècle, mis à part peut-être la tenue vestimentaire, la relation aux éléments était la même. Ça m'intéresse plus que de faire de mettre une voiture, un tatouage d'aujourd'hui ou autre chose. Je ne sais pas le faire. Et ça ne m'intéresse pas. Et cette forme de mise à nu, finalement, c'est aussi se mettre en danger soi-même. Il y a cette forme d'amour du risque. Jeff, c'est aussi un amour du risque qu'on retrouve quand on va peindre dans la rue. Rappelons que c'est quelque chose qui est interdit. Et vous avez aussi tout un travail d'atelier qui amène la sortie à la rue, qui rejoint la démarche de Lee, qui est ce besoin d'aller chercher. Vous ne partez pas en ayant en tête un visage, mais c'est vraiment une rencontre. Tout ce travail avant l'acte de photographier ou de poser un pochoir sur un mur, comment on le prépare justement ? Ou comment on ne le prépare pas ? Je dirais un petit peu la même chose que Lee, c'est quand même assez instinctif et plus on a de temps et plus on doit préparer. D'ailleurs, en galerie, parfois on a une pression parce qu'il ne faut pas se rater, parce que c'est une galerie importante, etc. Alors le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen pour tout rater d'ailleurs. Enfin, moi j'ai des souvenirs comme ça de pression qui ont fait que j'étais pas du tout à l'aise et que j'ai pas forcément donné le meilleur de moi-même. Alors que dans l'urgence, on se pose pas de questions, on le fait. Par rapport à ce que tu disais à l'instant sur la rue, moi j'ai jamais mis en avant le côté illicite, illégal, etc. Ça m'intéresse pas. J'aime bien le terme de réappropriation urbaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vandalisme du tout, c'est juste que l'espace public, il est public, donc il nous appartient, c'est le nôtre. Et si certains s'arrogent l'autorisation de placarder des 4 mètres par 6 de publicité, je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas des petites choses dans les coins. Et surtout, ce qui est important, c'est le rapport, une fois de plus, la rencontre. Moi, la rencontre que j'ai avec les gens, c'est pas quand je fais une photo, quand je découpe mon pochoir tout seul à l'atelier, c'est quand je vais le coller ou le peindre. Et j'ai des souvenirs, par exemple, à Cape Town ou à Port Elizabeth en Afrique du Sud, où je vais dans une township où les Blancs ne vont pas, enfin les Blancs étrangers ne vont pas, et où je colle le portrait de Mandela, et t'as tous les gamins qui sont autour, qui n'en reviennent pas, qu'un blanc qui n'est pas un Africain vienne coller comme ça dans leur bidonville le portrait de Mandela. Et ce rapport-là, de la même façon que dans les Médinas au Maroc, quand je vais faire tous les gamins qui sont là autour, et ces petits moments-là, j'ai l'impression d'être au cœur de ce que je fais, quoi. Est-ce que tu reviens, pardon de t'interrompre, je t'en prie, voir les gens regarder et observer ton travail? Oui, alors raconte-moi cette. Alors, par exemple, j'ai une anecdote, par exemple, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur célèbre ou pas célèbre, que je raconte souvent. C'était du côté de Mouffetard et j'étais en train de peindre. Et une vieille dame passe, une dame qui avait, je sais pas, 70, 80 ans, et qui me dit « Ah, c'est vous qui faites ça ?» Je dis « Bah oui, oui. » Elle dit « Mais le petit monsieur là-bas, ils l'ont effacé, le petit monsieur noir qui était assis. » Alors je dis oui, ça a été repeint. Voilà. Il dit ah mais je suis tellement triste parce que moi tous les matins quand j'allais chercher mon pain, promener mon chien, je voyais ce petit monsieur noir. C'était comme un voisin. Il faisait partie du quartier. Je le voyais tous les jours. Et là ils l'ont effacé. Et le petit monsieur noir qui était assis dans un coin, c'était Jimi Hendrix. Et donc, d'abord, ça résume le fait que quand on fait de la peinture dans la rue, on n'est pas forcément un jeune Zoulou et que ce n'est pas une histoire de brancher, etc. Parce que pour beaucoup de gens, c'est encore ça. Graffeur, tagueur, je ne suis ni graffeur ni tagueur. Il y a des gens de tous les âges, de tous les styles qui s'approprient. Puisque moi je laisse un personnage, c'est quelqu'un qui vient habiter le quartier, quoi. Et donc qui s'en va au bout d'un moment, qui parfois lui aussi subit les outrages du temps, la météo ou des hommes, il est tagué, on colle des affiches, etc. Peu à peu ça s'en va. C'est pour ça que je suis absolument contre le fait de protéger des œuvres, comme on met des plexis sur des œuvres de Banksy, enfin ça me dépasse. L'histoire des street art tours, bon c'est très sympa, mais
on ne crée pas des monuments historiques, si je puis dire. Donc il faut au contraire que les gens, que ça devienne ordinaire. Moi, je suis pour l'art ordinaire. Ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien l'art avec un petit A pour les gens avec un grand G. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, ça disparaît quand ça disparaît. Alors, on est un peu vexé quand on fait une grande fresque qu'elle s'abîme. Donc, on peut la rénover. Mais les petits personnages qu'on sème ici ou là, ils sont là, ils ont une vie. Et donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Tout à fait. On va bientôt devoir clôturer, l'heure est déjà passée, et vous avez tous des obligations derrière, messieurs. Lee, je voudrais vous laisser la parole pour la fin, cette émotion qui transpire à travers les différents portraits dans chaque port de peau de ces personnages, et qu'on puisse aussi regarder les photos qui défilent. Et justement, toute cette émotion, est-ce que finalement, ce n'est pas une petite victoire qu'on jette un œil sur ces personnes que l'on ne regarde pas? I think it's, for me, my photographs have become deeply personal. I go out on the street to alleviate my own sense of loneliness. Ces photos que je prends, elles sont très profondément personnelles. Moi, je sors dans la rue pour soulager ma solitude. My photographs have become my way of saying goodbye to a relationship that can never last, I guess. Et donc, mes photos sont devenues ma façon de dire adieu à une relation qui ne peut pas durer. I realized that the resulting photographs have significant power that can be used and utilized. Mais je me rends compte que ces photos ont un pouvoir signifiant qui peut être utilisé. I think what you and everybody recognizes in the photographs is, one, their authenticity, and two, their humanity in respect that we recognize our own sense of humanity. Je crois que ce que tout le monde reconnaît dans ces photos, c'est d'une part l'authenticité et d'autre part l'humanité, dans le sens que nous y reconnaissons notre propre humanité. So, as an artist, it's really gratifying to know that my images can have an influence on you guys, with hopefully the kind of reaction that will provoke a humanitarian action from you as well. Et donc c'est pour un artiste tout à fait gratifiant de se dire que le résultat d'avoir vu ces photos peut avoir sur vous un effet qui, in fine, sera peut-être une action humanitaire. If they can influence you and I can get the personal gratification from relieving my own sense of loneliness, then I guess it's a worthwhile exercise. Si ça peut à la fois vous influencer et à moi aider à soulager ma profonde solitude, alors c'était un exercice qui en valait la peine. Merci beaucoup, Lee Jeffries. Merci à vous trois, messieurs. Un grand merci, Achille. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Merci à tous, merci d'être venus si nombreux. Merci d'être venus au Festival de Cannes. Tout à fait, c'est Cannes. Et l'avantage, c'est que Cannes de Vincennes, ça dure tout le week-end. Vous pouvez retrouver Jeff Aerosol en dédicace à la sortie et dès cet après-midi à la librairie 1000 pages. Nikos aussi, on vous retrouve à la sortie, ainsi que des tirages de Lee Jeffries, limités à 150 exemplaires. Donc vous retrouvez nos protagonistes. Un grand merci Dominique, un grand merci à tous les bénévoles, l'équipe du festival. Et on vous dit à tout de suite dans les allées du festival. Merci messieurs, dames.